des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode 9 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Benjamin Pédrac, un athlète de 21 ans membre de l'équipe de France chez les moins de 67 kg qui ambitionne de décrocher son ticket pour les JO de 2024 qui se tiendront à Paris. Salut Benjamin, merci d'avoir répondu à mon invitation d'abord, et puis pour commencer je vais te demander si tu veux bien te présenter. Salut, donc avec plaisir. Donc moi je suis haltérophile, donc depuis maintenant ça va faire 12 ans. Donc j'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc dans un petit club en Picardie qui s'appelle le Koala Club de Villers-Bretonneux, donc juste à côté d'Amiens. Donc j'ai été formé par Ludovic Curé, qui est directeur sportif là-bas. Donc moi actuellement je suis en catégorie senior moins de 67 kilos et je suis aussi 7e meilleur français toutes catégories confondues. Donc avec comme record 126 kilos à l'arraché et 154 à l'épaule jetée. Donc j'ai également participé à plusieurs championnats d'Europe et championnats du monde cadet, junior et moins de 23. Et j'ai également 7 titres de champion de France, dont le dernier qui est l'année dernière en senior moins de 67 kilos. Et j'ai aussi battu plusieurs records de France en junior et en cadet. Non, top, c'est super bien résumé. Du coup, je vais commencer par attaquer une première partie où on va parler un petit peu plus de ton parcours, de comment t'es arrivé à l'haltéro, etc., avant d'arriver au haut niveau comme actuellement. Donc tout d'abord, comment est-ce que t'es arrivé à l'haltéro? Alors en fait c'était quand j'étais en sixième. Donc à l'époque, je venais d'arriver au collège, j'avais arrêté le tennis de table que je faisais avant et je faisais plus de sport et là j'ai un ami en fait qui en faisait et qui m'a demandé en fait de tout simplement de venir avec lui, faire pratiquer ce sport. Donc moi je connaissais pas du tout et en fait il y avait juste une salle qui était à 500 mètres de chez moi et j'étais même pas au courant, quoi. Donc c'est comme ça du coup que j'ai commencé. Et comment t'as su que t'étais doué, ou à quel moment t'as compris que peut-être tu pouvais aller plus loin et que ça allait valoir le coup de te lancer vraiment à 100% dans une carrière potentielle? Ah, du coup, j'ai commencé à comprendre que bon, que j'étais pas mauvais quand je suis arrivé en minime, donc c'était ma deuxième année. Donc dès la première année minime, en fait, je suis directement arrivé au championnat de France et j'ai directement remporté en fait mes premiers championnats de France en étant déjà devant tout le monde en fait en arrivant. Et après la deuxième année également où j'ai gagné du coup le deuxième championnat de France minime sans faire mes records que j'avais. Donc pour petite anecdote, en fait, ma deuxième année minime, j'ai dû faire 5-6 kilos en dessous mes records et directement après la compétition, je suis retourné en salle d'échauffement pour tenter de rebattre des records que j'avais même pas fait sur le plateau, quoi, et que j'ai battu. Ouais, donc t'avais quand même, bon, il y a pas que, mais t'avais quand même pas Mm. mal de talent, quoi, on peut Ouais, donc dire. on va dire que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas mauvais, quoi. T'es bien aidé parce que le club donc de Villers, c'est quand même un très gros club qui est assez connu. Ludovic également, il a une certaine renommée, notamment sur tout le travail qu'ils font auprès des jeunes, sur le développement de l'haltérophilie, sur le repérage, mais aussi sur la formation au sens large. Villers-Bretonneux, donc c'est le meilleur club formateur de France, officiellement, hein. Du coup, qu'est-ce qui, selon toi, qui pratique là-bas depuis tes débuts, qu'est-ce qui en fait le meilleur club de France? Donc moi pour ma part, ce que je pense que donc déjà c'est que le club fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes qui puissent connaître cette discipline et la pratiquer. Donc parce qu'en fait, les jeunes commencent par l'éducation posturelle avant de faire l'haltéro, et l'éducation posturelle est gratuite pour tous les enfants. Donc du coup, l'inscription est hyper facile et tout le monde peut y aller. Donc il y a déjà ça, mais aussi également le fait que les entraîneurs là-bas, donc ils prennent beaucoup de leur temps pour pouvoir former ces jeunes-là, mais également beaucoup de leur temps pour les amener en compétition. Donc par exemple, s'il y en a 40 athlètes qui se qualifient pour une compétition, je parle juste dans les jeunes, dans les plus jeunes, on fera en sorte que les 40 athlètes aillent à la compétition.
Donc je me rappelle qu'il y avait une grosse compétition, donc c'était peut-être les championnats de France minimes, où le club a loué complètement un bus pour emmener ses athlètes là-bas. Et j'ai jamais vu un club en France louer un bus pour les amener. C'est génial. Mm. C'est génial. Et puis toi, maintenant, du coup, à l'âge que t'as, t'es pas très âgé, hein, je crois que t'as 21 ou 22 ans. Voilà, j'ai 21 en ce moment. 21 et demi, c'est ça? Ouais, on va dire 21 et demi. Mais c'est génial, je trouve, tu vois, d'être dans le club comme ça, allez, 10 ans après tes débuts, et de voir des gens qui avaient ton âge quand toi t'as démarré, quoi. Parce que tu te vois un peu petit, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui aujourd'hui commencent, qui auront peut-être ton niveau à ton âge. C'est chouette, quoi. Ouais, bah j'espère pour eux. Et puis ouais, pour moi en fait mon club c'est tout. C'est ce qui a fait que je suis maintenant dans le haut niveau aujourd'hui quoi. C'est grâce à lui et grâce à plusieurs personnes que j'en suis arrivé là. Donc c'est pour Ouais, ça c'est un que vrai club de cœur, quoi. voilà, moi je pratique les latéraux pour déjà, enfin à la base pour moi, mais aussi pour mon club. Et jamais je changerai de club pour de l'argent par exemple ou quoi que ce soit quoi. D'accord. J'ai vu que tu faisais le championnat de France des clubs également. On s'est croisés d'ailleurs cette saison. Oui. On s'est croisés à deux reprises, du coup, à cause des fameuses inondations dont on n'arrête pas de parler. Ouais, une mauvaise Euh, aventure. Ouais, mais du coup, j'imagine que pour toi, c'est des belles compétitions parce que si tu es comme ça très attaché à ton club, j'imagine que tu es attaché également à tes partenaires. Et donc, du Mm. coup, l'ambiance de ces compètes-là, elle doit avoir une certaine valeur, quoi. Ouais, bah pour moi, c'est les meilleures compétitions de l'année presque, avec le championnat de France. Parce que bon, bah, c'était là, t'es en équipe, tu passes vraiment un super moment en compétition, puis après la compète, bah, tu vas au restaurant avec tout le monde, ou moi, je me rappelle dans les années, après la compète, on allait chez mon entraîneur, on se faisait des petites parties de baby-foot, un petit repas sympa et tout. Il y a que ces compètes-là, on faisait ça, quoi. C'était vraiment, vraiment sympa. Et c'est Ouais, c'est toujours une ambiance à super part par sympa, équipe. voilà. J'ai vu que tu étais passé, alors je sais pas si c'est un sport-études, je l'ai appelé comme ça, mais dis-moi si c'est pas le cas, mais qu'en gros, tu étais passé par cette case-là à Amiens. Qu'est-ce que c'est du coup le quotidien en termes d'organisation hein, pour un athlète du coup qui vise le haut niveau ou qui est déjà à haut niveau et qui passe son bac en parallèle? Ouais, donc du coup, bah, moi, je suis arrivé à Amiens. Bah, dans mes années lycée, j'ai fait trois ans à Amiens, donc première, secondaire et terminale. Donc j'étais pas vraiment en sport-études en fait, parce que j'allais m'entraîner là-bas parce que c'était beaucoup plus près pour moi, donc beaucoup plus facile. Et du coup, je m'entraînais là-bas, plus dans mon club. Donc je devais m'entraîner peut-être 4 fois dans la semaine là-bas. Donc ce que je faisais, c'est je faisais des grosses journées par contre, parce que je partais de chez moi, il était 7h30, vu que je devais prendre le train en plus pour aller en cours. Je faisais des 8 heures de cours et après j'allais m'entraîner là-bas. Donc je partais de chez moi à 7h30, je revenais chez moi, il était 21h30 quoi. Donc c'était assez compliqué. Bon, je m'entraînais aussi beaucoup de fois dans la semaine. Je crois que j'étais déjà à 6-7 entraînements dans la semaine. Puis après, bon, faut tenir quoi. C'est un rythme assez compliqué, mais qui est pas impossible. Ah oui, d'accord, parce que moi, j'en avais déduit hein, que c'était un genre de sport-études, donc je Mm. pensais que tu avais quand même peut-être un emploi du temps un petit peu aménagé pour que tu puisses faire passer les deux dans la journée de façon optimale. Mais du coup, ça te faisait, ouais, Quand effectivement. j'étais au lycée, j'avais pas du tout d'emploi du temps aménagé. Par contre, du coup, je faisais en sorte, directement, dès que je quittais les cours, bah, je traçais, je marchais 10 minutes pour aller, jusqu'au Coliseum à Amiens. Je m'entraînais là-bas et puis après, bah, j'avais un de mes entraîneurs donc soit c'était Bruno Mayer ou soit, c'était David Duhautois. Donc c'est 2 personnes de ski à qui je dois tout, en fait. Surtout, enfin, le fait que je suis rentré dans le niveau, c'est grâce à eux et grâce à Ludo. Mm. Et bah, eux, gentiment, ils me ramenaient chez moi, après les entraînements, quoi. Ah bah, Bruno et David, ils sont top. Je les Ouais. salue d'ailleurs s'ils ont l'occasion d'écouter ce podcast et puis surtout enfin pas surtout parce que ils sont top tous les deux mais surtout Bruno qui a une expérience de l'haltérophilie qui est familiale quoi depuis des générations et je trouve que c'est génial de ça ce qu'on n'a pas forcément par exemple dans des salles de CrossFit c'est d'avoir des gens tu sais qui ont ça dans le sang et qui Ouais. font ça depuis tellement longtemps qui ont une culture de ce sport qui te transmettent un truc qui est inestimable quoi hein, Ouais, et clairement. puis ils font ça parce qu'ils aiment ça et pas par contrainte, quoi. C'est une passion pour eux. Après, j'ai connu du sport-études, par contre, du coup, à l'INSEP depuis 4 ans. Parce que donc là, je suis rentré à l'INSEP ouais, il y a 4 ans, donc c'était ma première année ou deuxième année junior, peut-être, je sais plus. Et donc là, par contre, j'avais cours aménagé et entraînement 2 fois par jour. Donc là, du coup, le rythme était beaucoup plus différent que quand j'étais au lycée. D'accord. Donc, en gros, comment ça se passe pour toi, une journée à l'INSEP? Une journée type? Si tu devais la décrire, voilà, du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu vas te coucher.
Donc à l'INSEP, bah, en plus comme je faisais des études, donc en gros moi, je me levais vers 7h, 7h15, donc petit déjeuner, tranquillement 8h cours jusqu'à 10h. Après à 10h30 je partais à l'entraînement, donc ce qui est cool, c'est que l'entraînement, les études étaient au même endroit. Donc j'ai juste à faire, 100 mètres, je suis en cours, 100 mètres, je suis à ma chambre ou 100 mètres et je suis à l'entraînement. Donc du coup, je faisais entraînement de 10h30 à 12h15 environ. Après je reprenais les cours ju à 14h, donc entre 2 petites siestes quand même pour, récupérer. Donc à 14h je reprenais les cours jusque 16h et après, 16h30 entraînement jusqu'à 18h30, 19h. Puis après, bah, le soir, on va faire les révisions, les devoirs et puis on va se coucher quoi, parce qu'on est fatigué. D'accord, donc en gros, tu fais un double projet, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Comment tu as choisi ton double projet? Quelles études tu fais déjà en parallèle? Donc en fait mon double projet, donc bon là je suis en licence STAPS, donc troisième année, cette année. Et bon, au début, en fait, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Au début, j'étais plus dans tout ce qui était autour, de l'électricité, l'électronique, et l'éco-conception, tout ça. Et en fait, au fil du temps, j'ai changé parce que, je me suis rendu compte que, j'aimais vraiment, entraîner, à la salle, surtout en musculation et en haltéro. Donc du coup, je suis parti un peu plus sur de l'entraînement, de la préparation physique. Donc là, c'est pour ça que je suis parti en STAPS et je compte ensuite partir en master. D'accord, bah, c'est la question suivante, hein, c'était la question que j'allais te Ouais. poser. Est-ce que tu sais quel est le métier que tu voudrais faire plus tard ou en tout cas ton projet actuel? Et Mmh. est-ce que tu restes à l'INSEP du coup l'année prochaine pour poursuivre, effectivement sur un master là, en l'occurrence? Donc du coup, moi, mon projet, ça serait, bah, dans l'entraînement, donc aussi bien entraînement en haltéro, mais aussi, tout ce qui va être du coaching et de la préparation physique pour, des athlètes ou, différentes personnes. Donc par exemple de la réathlétisation, donc c'est un truc qui me passionne aussi. Donc essayer, de switcher, peut-être par des, coachings perso ou des coachings en salle, ou voir un peu, les portes qui pourraient s'ouvrir quoi, les opportunités. Moi, je tends vers ça. J'allais rebondir sur ce que tu disais parce que tu parlais justement de réathlétisation, c'est super intéressant. En plus, toi, tu es à l'INSEP, donc tu es vraiment au cœur de la vie des athlètes, avec aussi bien l'entraînement que, voilà, que la nutrition, tout le staff médical qui vous accompagne pour que vous puissiez être au mieux. Est-ce que toi, tu t'es déjà blessé? Je veux dire des grosses blessures, ou pas? Et du coup, est-ce qu'à l'INSEP, tu as pu, te soigner correctement ou alors juste te sensibiliser à différents protocoles que tu pourrais peut-être utiliser par la suite dans ton métier? Donc là, en fait, ouais, j'ai eu une grosse blessure il y a pas très longtemps, donc ça va faire un an. Bon, ça fait un an et quelques mois, on va dire. Donc c'était en janvier, février l'année dernière où, en fait, on a découvert que j'avais une subluxation naturelle, en fait, et avec mon labrum qui était déchiré, quelques petites complications comme ça. Bon, je connais plus trop les termes et du coup, en fait, on savait même pas si j'allais un peu commencer à enfin, pouvoir continuer l'haltéro. Tellement qu'en fait, en soulevant, ça me faisait trop mal, quoi. Je pouvais plus, faire de jeté, je pouvais plus rien faire. Même des moments, j'arrivais même plus à bouger le bras, ça me faisait mal la nuit, donc c'était hyper compliqué. Donc j'ai dû arrêter, du coup l'haltéro, 2-3 mois, en faisant aussi beaucoup de rééducation. Donc grâce à l'INSEP, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un super staff médical. Donc du coup, bah, j'ai passé mon temps au kiné, à faire du biodex et aussi, avec la réathlétisation à l'INSEP, où ils ont fait un protocole en fait pour renforcer, toute, ma ceinture scapulaire et bah, ça a super bien marché parce que bon, bah, finalement je me suis beaucoup rétabli et je suis devenu en fait beaucoup plus fort sur mon épaule, droite. Parce que je sais pas si j'ai dit, ouais, c'était à l'épaule droite que je me suis blessé. D'accord, OK. Bah, c'est super et puis j'imagine que enfin, en tout cas moi d'expérience, même si j'ai pas, du tout le même parcours que toi évidemment, mais en général quand on se blesse, on découvre de nouveaux protocoles, on apprend aussi à se connaître, à essayer de faire un petit peu le point aussi ne serait-ce que sur l'anatomie et en général ça sert ensuite à installer des nouveaux réflexes dans l'entraînement, tu vois? Des nouveaux processus, par exemple d'échauffement ou Mmh. d'étirement parce qu'on est un petit peu plus vigilant à tel ou tel déséquilibre et pour soi-même, pour ses compétences, ça apporte énormément, je trouve. Ouais, bah, c'est grâce à ça aussi, en fait, que ça m'a donné envie de faire un peu plus de préparation physique et partir dans quelque chose dans la réathlétisation, dans mes études et pour un futur travail, par exemple. Parce que, bah, durant, tous les mois où j'ai renforcé mon épaule, en fait, j'ai découvert vraiment beaucoup de protocoles, beaucoup d'exercices et enfin, je trouve que sur moi, ça a eu, une évolution de ouf, quoi. J'ai pris beaucoup en force sur le haut du corps qui me manquait avant et maintenant j'ai une épaule qui est, hyper solide, enfin comparé à avant quoi. Puis j'ai gagné aussi en amplitude musculaire énormément et ça serait vraiment bien.
Bah, ce qui est génial, c'est qu'en plus, en tant qu'athlète, tu as vraiment ce truc un peu du test and learn, quoi. C'est-à-dire que tu peux tester les choses, tu vois tout de suite sur toi si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ça te permet vraiment de pouvoir ensuite faire profiter plus tard, toi, dans ton métier, de ton expérience face à ce genre de problématique, quoi. Mmh. Ouais, puis ce qui est bien, enfin, moi j'en ai profité aussi pour tout le temps poser des questions, pour apprendre sur le terrain et du coup, bah, on va dire que j'ai eu beaucoup de connaissances en plus grâce à ça, quoi. D'accord. Et du coup, sur ton master STAPS, tu sais un petit peu, parce que je sais qu'il y a plusieurs spécialités, tu sais vers lequel tu veux partir? Tu restes en entraînement sportif? Ouais, donc du coup, moi, je vais partir dans un master EOPS, qui est basé du coup sur la réathlétisation, l'entraînement pour tous et la performance, en gros. Ok. Sachant que toi, tu aimerais plutôt faire, du coup, d'après ce que tu viens de me dire, plutôt faire du haut niveau, on va dire, dans la préparation physique ensuite. Non, pas forcément du haut niveau dans la préparation physique. Plus, parce que le haut niveau, ça m'intéresse en tant qu'athlète, mais pas trop en tant que préparateur physique ou coach. J'aimerais plus rester dans un public, on va dire lambda entre guillemets, qui se prépare pour des championnats de France mais pas du haut niveau. Ça m'intéresse un peu moins. Donc pour les gens qui nous écoutent, je te pose quelques questions également sur l'INSEP, puisque c'est vraiment un monde un petit peu à part. Vous êtes combien en pôle haltérophilie actuellement? Donc là, à l'INSEP, on a une petite dizaine. Donc après, bon, c'est des athlètes que tout le monde connaît. Donc il y a actuellement, par exemple, Bernardin King et Matam qui s'entraînent. Il y a Anaïs Michel. Il y avait aussi, là, vu qu'il préparait les Jeux, Manon Lorenz, Dora Tchakounté, Gaël Ketchanke aussi. Avant, il y avait Anthony. Il y a aussi Israël Kalkilekofé, Naomi Duro et Garance Rigaud. Voilà, donc voilà, on est une petite dizaine. Et puis de temps en temps, quand il y a des stages seniors avec l'équipe de France senior, bon, on est un peu plus quoi. Ou des stages juniors, on est un peu plus. Mais on a toujours une petite bande sympa, ouais. Et donc pour toi, du coup, qui peut t'entraîner aussi bien dans ton club où tu es quasiment le seul à ce niveau-là, on va dire, ou en tout cas vraiment à ce niveau-là, être à l'INSEP, à avoir l'ambition de faire les jeux, on va dire, moyen terme, puisque ça paraît un peu loin, mais ça arrive quand même assez vite. Ouais, ça va être Et très qui rapide. t'entraîne également. Ouais, ça va arriver. Ça On va va être en très parler juste rapide. après. J'ai plein de questions aussi là-dessus. Mais du coup, c'est quoi la différence pour toi en termes de ressenti entre les moments où tu t'entraînes dans ton club, où donc tu as un niveau un peu à part par rapport aux autres, on va dire, et les moments où tu t'entraînes à l'INSEP, où là, tu es vraiment avec des gens qui ont un peu le même profil que toi? Donc ouais, donc ça, enfin pour moi, il y a une bonne différence, surtout en termes de motivation et de concentration. Parce que bah, les gens, en fait, qui s'entraînent avec toi, par exemple à l'INSEP, ils ont le même objectif que toi. L'objectif, c'est de performer, c'est d'aller le plus loin possible. Donc l'entraînement va être vraiment, on va être vraiment focus pendant tout l'entraînement et ça donne vraiment envie de faire des perfs, quoi. Enfin, après dans le club aussi, ça D'accord. donne envie de faire des perfs, mais c'est différent en fait. L'ambiance, t'es plus focalisé sur la performance, performance, performance. Dans le club, on va dire que Mm. c'est un peu plus cool, un peu plus ambiance tranquille. Peut-être Après, un peu plus ludique, quoi. ouais, voilà, c'est un peu plus ludique. Mais après, moi j'aime les deux et je pourrais performer dans les deux. C'est vrai que quand t'es à l'INSEP, t'es vraiment plus dans ta bulle, quoi. Est-ce que quand tu es à l'INSEP, justement, comme tu es plus dans ta bulle, que tu croises un petit peu moins des copains de la vraie vie, on va dire, que c'est vraiment juste des athlètes pour les gens que tu côtoies, est-ce que tu vis un peu avec une certaine forme de pression, peut-être plus présente que quand tu es à la maison, ou non, ça va, on s'habitue, quoi? Moi, je la vis avec un peu plus de pression parce que bah, quand tu es dans une structure comme ça, bah, tu rencontres des gens qui sont champions du monde, qui font des médailles. Et bah, toi aussi, tu as envie d'aller là-bas, donc as envie de faire des médailles et tout ça. Donc tu sais qu'il faut toujours être à un niveau très très élevé, toujours être au top, on va dire. Puis même pour la fédération, tu dois toujours avoir un certain niveau et être au top. Donc c'est ça qui crée la pression parce que dès que tu auras une petite baisse de niveau, une petite fatigue qui va arriver, bah, tu vas vite te remettre en question, tu vas te demander ce qui va pas et tu vas voir t'entraîner beaucoup plus pour rattraper du retard ou retrouver un bon niveau, quoi. Tu as toujours envie d'être au sommet, quoi. Et vous êtes un peu accompagné, justement, pour gérer toute cette problématique-là? Est-ce que vous avez, bon, je sais pas, des psychologues du sport ou en tout cas des nounous, on peut, entre guillemets, auxquels Bah, vous pouvez parler de tout ça pour relâcher un peu la pression on a accès à des préparateurs mentaux. Donc moi, bah, par exemple, j'ai commencé cette année à discuter avec une préparatrice mentale. Bon après c'était un petit début parce que bon là comme on est en période en fait bah, on était en période JO donc du coup par exemple elle avait pas forcément le temps mais c'était
bah, par exemple, juste discuter un peu pour préparer la prochaine saison pour les JO 2024. Donc, où vraiment elle m'aide en fait à gérer tout ce qui est pression, gérer tout ce qui va être compétition, confiance en soi, etc. Donc, c'est vachement pratique, quoi. T'es plutôt sujet à la pression, toi? Tu ressens le stress? Parce que tu t'en fais depuis tellement longtemps que j'imagine qu'il y a une forme d'habitude qui, du coup, fait qu'on est un peu plus à l'aise, hors compétition internationale, évidemment, mais est-ce que tu continues à stresser un petit peu comme tout le monde ou est-ce que t'es... Et comment tu gères si c'est le cas? Bah, le stress pour moi, enfin, il faut toujours stresser un peu parce que c'est ça qui donne l'adrénaline et ça fait du bien, quoi, de stresser. Après, faut pas stresser jusqu'à perdre ses moyens, quoi. Faut, faut le bon stress, quoi. Faut l'utiliser comme il faut. Donc moi, oui, je stresse toujours, normal. Après, c'est pas du stress qui va me faire perdre mes moyens. Après, ça dépend quelle compétition. Surtout, en fait, j'ai plus du mal à gérer, c'est quand l'échec arrive, en fait. Hmm. En fait, c'est parce que généralement, c'est pas, j'échoue pas parce que c'est lourd. J'échoue parce qu'il y a un petit problème technique ou je suis pas trop dedans et en fait, j'ai l'impression de ce que je fais à l'entraînement, bah, on va dire que ça a pas de conséquences sur la compète, quoi. J'ai pas le bon niveau, on va dire. J'ai du Donc mal à trouver tu mes mots. dirais... Non, non, mais je comprends bien et moi, je peux le ressentir aussi. Je sais que des fois, il y a des jours où tu fais des entraînements ou des compétitions qui sont pas top, alors que physiquement, t'es bien. Parce qu'en fait, l'haltéro, c'est tellement un sport, je dirais, je fais un raccourci, mais 50% physique et 50% mental. Parce que si dans la tête, ce jour-là, t'y es pas, parce que t'es un peu tétanisé par le stress, ou parce que, je sais pas, t'es contrarié par des trucs, ou juste t'as moins envie ce jour-là et tu t'y mets pas comme il faut, et tu peux passer à côté, quoi. Ouais, bah, le mental, c'est hyper important, hein, surtout dans l'haltéro. Parce que si t'as peur de la barre, déjà, jamais tu passeras dessous, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Du coup, je repars un petit peu sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure. Tu seras probablement en course du coup pour Paris 2024, j'imagine. Ouais, bah ça c'est le gros objectif, on va dire. C'est le plus gros. J'imagine. Du coup, ça nous amène 13 ans après les derniers mondiaux qui avaient eu lieu en 2011 à Disney. Donc, qui n'étaient pas des JO, qui étaient des championnats du monde, Championnat mais du enfin, monde, ça ouais, reste quand même je m'en super grosse rappelle. compétition. Beaucoup s'en rappellent, hein. Ouais, je m'en rappelle parce que je devais y aller pour regarder la compétition et faire un stage en fait avec l'équipe de France. Mais c'était un stage avec ma région et j'ai pas pu y aller à cause des cours. Aïe, aïe, aïe. Bon après j'étais jeune, hein, j'étais en minime donc Non, mais c'est vrai que c'est des super souvenirs. Et puis en plus, je crois que il y avait beaucoup d'athlètes, enfin, il y avait pas mal d'athlètes français ouais, qui avaient il y en avait plus fait des beaucoup trucs d'athlètes qui plutôt. avaient participé, ouais. Donc c'est assez cool. À quoi vont ressembler pour toi les 4 prochaines années? Donc du coup de préparation en vue de ces mondiaux, enfin de ces JO, pardon. Donc là, bah, ça va être de plus en plus intense, on va dire, parce que va falloir que je sorte des perfs qui sont beaucoup plus importantes que maintenant, qu'actuellement. Donc ça va être des entraînements beaucoup plus durs, beaucoup plus intenses, avec aussi plus de sérieux, hein. Parce que pour rentrer, bah, déjà pour aller faire les jeux, il faut que je rentre dans les 3 meilleurs français, donc toutes catégories confondues. Ouais, parce que en fait, on aura normalement 3 places déjà attribuées pour les Français, donc filles et garçons, si je me trompe pas. Donc du coup, on sait déjà qu'il y aura 3 personnes qui vont partir en France. D'accord, donc c'est une question que j'allais te poser. Quel est le processus de qualification pour les Jeux de 2024 actuellement, que ce soit au niveau juste de l'organisation des JO, mais aussi au niveau de l'organisation, on va dire, française? C'est-à-dire je sais pas, le choix du DTN ou comment ça va se passer pour savoir qui ira. Donc là, du coup, bah, tout ça, on est un peu dans le flou encore, parce que bon, avec là, ce qui se passe en ce moment, et bah, en fait, devait déjà y avoir un changement de DTN bientôt, il me semble. Et du coup, bah, nous, on n'a pas trop de nouvelles encore, parce qu'ils sont en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Mais après, niveau système de qualification, normalement, pour l'instant, ça sera les 3 meilleurs qui vont partir sûrs. Donc, bon, bah, par exemple, on est une dizaine d'athlètes qui vont un peu se tirer dans les pattes, et ça sera qu'une personne par catégorie et que 3 places. Donc du coup, faudra rentrer dans les 3 meilleurs. Après, il y a une autre façon aussi de se qualifier, donc ça sera pour une quatrième personne, ça sera de rentrer dans les 8 meilleurs mondiaux ou être premier européen, comme actuellement. D'accord. Donc pour l'instant, ouais, Musclé. ouais, tout ce qu'il y a par rapport un peu à la DTN et tout ça, on est un peu dans le flou, surtout les athlètes. D'accord. Et donc, admettons, voilà, tu fais un super parcours, tu fais les JO, ça se passe bien. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais déjà si tu te vois poursuivre jusqu'à 2028? Je crois que 2028, c'est Los Angeles en plus. Petit voyage sympa. Ouais, c'est une destination qui fait rêver un peu quand même.
Alors, je suis jamais allé en plus là-bas. Mais ouais, bah déjà, faut voir comment tout va se passer jusqu'en 2024. Parce que bon, moi, mon objectif, c'est 2024, c'est me rapprocher le plus possible du podium, voire de faire une médaille. Donc, ça serait vraiment le rêve. Et après, il faut voir aussi avec bah, mon épaule, si elle va tenir pendant 4 ans, si elle tiendra toujours après. Et aussi bah, mon corps, quoi. Comment il sera dans 4 ans, quoi. Ouais, donc c'est plus physique, tu vois, à ce stade-là. Ouais, Mentalement, tu te verrais le faire, mais la donnée. même mentalement, il faut voir dans 4 ans, quoi. Pour l'instant, j'ai l'objectif en tête 2024 et on verra après si on partira pour 4 ans encore. Parce qu'il faut quand même se dire que 4 ans c'est long. Et puis à côté, il faut quand même peut-être assurer un travail, construire un peu sa vie de famille. Bah déjà, c'est super bien, je trouve, que tu cette vision long terme, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes de haut niveau dans tous les sports, hein, c'est pas forcément propre à l'haltérophilie, qui n'ont pas forcément de double projet ou de projet tout court personnel. Et c'est vrai que quand on est, nous, ancrés dans la vraie vie, on va dire, on regarde ça en se disant ouais, c'est génial, mais bah, on espère aussi que les gens, dans leur après-carrière, ils vont pouvoir la réussir et que ce sera pas juste, tu vois, 10 ans de gloire, on va dire, pour ensuite être un peu en galère. Ouais, Je trouve que c'est bien de l'avoir anticipé et d'avoir un vrai projet en plus qui te passionne. Ouais, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes, donc je parle dans tous les sports, qui font une bonne carrière et qu'après ils ont pas grand-chose derrière, quoi. Donc ça Je crois peut qu'il arriver. y a des études là-dessus, hein. C'est un vrai phénomène hein, d'avoir des gens qui Mmh. font voilà, déjà des grosses dépressions parce que leur rythme de vie d'un seul coup il change complètement et ils ont connu que ça pendant 15 ans, donc Ouais, ouais, c'est 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 compliqué. difficile. Ça se prépare vraiment quoi, à l'après-carrière, j'ai Mmh. l'impression. Hein. Ah ouais, enfin pour moi, je me suis toujours dit, si je fais de l'haltéro à haut niveau, il me faut un truc à côté parce que même on sait jamais. Là, par exemple, l'année dernière, bah, je me demandais si j'allais pouvoir refaire un épaulé jeté, par exemple. Et si je pouvais pas, bah, qu'est-ce que je faisais derrière? Surtout si j'avais Mm. pas de diplôme, rien, et que je devais arrêter l'haltéro, qu'est-ce que j'aurais fait? Bonne question. Encore, là, je suis jeune, donc je peux encore faire des études. Mais s'il se passe ça à 28, 30 ans, que j'ai aucun diplôme et que d'un coup je me blesse et que ma carrière est finie, bon bah, on n'a Mm. plus grand-chose, quoi. Et humainement, quand tu es à l'INSEP, bon voilà, tu vis avec des gens qui ont un peu le même parcours que toi, ou en tout cas qui ont les mêmes objectifs, même si c'est encore une fois d'autres sports. Toi qui fais ça depuis très longtemps, qui a dû donc du coup faire pas mal de sacrifices, même j'imagine pendant les années lycée justement, si l'emploi du temps était comme ça maxi serré. Est-ce que tu as déjà pas eu des regrets, mais tu as des choses qui t'ont manqué par rapport à peut-être des potes qui pouvaient avoir une vie normale et à l'inverse, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté à toi en tant qu'homme dans ton parcours, dans ta construction, etc. Donc des trucs qui ont manqué, donc moi j'ai jamais vraiment parlé de sacrifice, mais plus des choix. Après, sacrifice, quand tu fais du niveau, tu peux quand même faire beaucoup de choses. Tu peux sortir avec tes amis, tu peux voir ta famille, c'est un peu plus compliqué par exemple pour moi, c'est de partir en vacances par exemple. Ça fait plusieurs années où j'ai du mal à trouver une semaine pour partir en vacances avec ma famille. Vu que bah, pendant par exemple il y a les études, mais pendant les vacances aussi j'ai des stages. Et il faut aussi que je continue à m'entraîner, donc je peux pas m'arrêter des fois une semaine ou deux pour partir en vacances. Donc ça, c'est assez contrariant. Bon, après, c'est un choix. Et aussi, bah, par exemple, là, quand je suis à l'INSEP, depuis 4 ans, bah, je suis loin de ma famille. Donc du coup, Ouais. je la voyais tous les 2 semaines, tous les 3 semaines. Je loupais des anniversaires, je loupais plein de choses. Bon, c'est un peu difficile, mais aussi ça apprend à être autonome et à se débrouiller un peu tout seul, quoi. Plus tard, quand tu as ta propre maison, tu as ta propre vie, tu vas pas toujours avoir besoin, enfin, tu vas pas toujours être à côté de tes parents. Au moins, tu t'apprends à te débrouiller tout seul, à être autonome, c'est pas mal. T'es plutôt soutenu par ta famille bon, j'imagine que oui, hein, vu ce que tu as l'air de dire, mais par ta famille dans ton parcours. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau là, que j'ai reçus pour l'instant sur le podcast Mm. qui me disaient que ils analysaient un petit peu le fait d'être bien mentalement et d'arriver à bien vivre toute cette contrainte du haut niveau, aussi parce qu'ils avaient un équilibre global dans leur vie qui passait par leur entraînement, leur métier ou leurs études, mais aussi par leur vie sociale, quoi que ce soit familiale ou amicale qui était relativement équilibré et qui faisait que du coup, quand il y avait des difficultés sur un plan, bon bah les autres plans, tu vois, ils permettaient de contrebalancer un petit peu et d'être globalement toujours dans un état d'esprit bah, sain, on va dire. Mm. Ouais, non, bah moi je trouve que j'ai un bon équilibre parce que bon, ma famille, mes parents, ils sont vraiment derrière moi, ils m'encouragent dans ce que je fais et tout ça. Quand je rentre ici, bah moi j'ai toujours mes amis par exemple à la salle, au club, que ce soit en muscu ou en haltéro, où je passe toujours des super moments avec eux, qui sont toujours aussi derrière moi à m'encourager. Quand je pars en compétition, bon, ils sont toujours derrière leur écran à regarder les vidéos par exemple.
Et donc, que je sois à Paris ou ici, ouais, j'ai toujours des gens qui m'entourent et qui sont derrière moi, quoi, qui me poussent à aller au plus loin. Donc ça c'est bien ça. Et du coup, tu dois croiser aussi des grands champions. Euh, Est-ce que tu as une anecdote ou est-ce que tu as un souvenir? En gros, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus impressionné quand tu l'as vu s'entraîner ou quand tu l'as croisé? Je sais pas. Je sais que par exemple, il y a Teddy Riner. Enfin, moi, c'est l'exemple qui m'est venu. Je pense que les premières fois où tu le croises, Mmh. où tu le vois peut-être s'entraîner, ça doit faire bizarre, quoi, Ouais, quand bah même. ouais, on va dire la seule anecdote que j'ai, c'est peut-être Teddy Riner parce que bon, c'est par exemple, c'est le seul avec qui j'ai pris une photo là-bas qui m'intéressait vraiment de voir. Et bah, en plus, j'ai la chance d'avoir eu et de côtoyer aussi pendant 4 ans, Yann Morisseau qui est, bah, préparateur physique de Teddy Riner, donc qui est coach haltéro à l'INSEP. Donc déjà s'entraîner avec le préparateur physique de Teddy Riner, bah, c'est quelque chose d'assez, incroyable, on va dire. Et puis du coup, bah, grâce à Yann, j'ai eu l'occasion de croiser Teddy Riner, plusieurs fois et de prendre une photo avec lui et donc c'est hyper, enfin c'est super intéressant et super cool, quoi. Ouais, c'est génial, ça doit être des bons souvenirs. En tout cas, c'est des souvenirs qui vont te rester durablement. Puis Ouais du et coup, je puis rebondis un peu sur Yann, justement. Même, j'imagine, vu les compétences qu'il a, toi, pour ton futur métier, c'est cool parce que bah, même sur exactement. ce point-là, il doit t'apprendre plein de choses. Ouais et puis c'est pour ça que je lui pose toujours plein de questions, donc ouais, il m'a apporté énormément. Bah, surtout, bah, ça a été mon entraîneur, la toute première année à l'INSEP. Donc c'est là où j'ai vraiment appris beaucoup de choses et puis bon, même maintenant où j'échange beaucoup avec lui, donc ouais, c'est un très bon coach. Je reste sur le thème des JO. Si tu avais pu les faire dans une autre discipline, tu aurais choisi laquelle? Je pense que j'aurais choisi la gym. Ah, pourquoi? Bah, en fait, j'ai toujours été attiré en fait par, tout ce qui était salto, pirouette et cetera. Et aussi, bah, par exemple, quand je me balade ou dans l'INSEP et tout ça, on pense toujours que je suis un gymnaste. Les gens pensent que j'ai le physique d'un gymnaste à chaque fois. D'accord, bah, c'est c'est plutôt sympa, hein, parce qu'en général, les gymnastes, ils sont pas désagréables à regarder. Ouais, mais après Donc, bon, j'ai un peu plus de cuisses qu'un gymnaste, mais bon. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est une discipline qui est assez sympa, assez impressionnante aussi, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'agrès, c'est vachement sympa. Bon après en haltéro, il y a quand même énormément de panels de mouvements, donc c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'on fait pas toujours on passe pas notre temps à faire un arraché ou un épaulé, quoi. non, heureusement. Ouais, heureusement. Mais du coup, enfin moi je trouve que je suis jamais lassé de faire un mouvement, quoi. Bon, on a toujours des mouvements qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, mais je suis jamais lassé de faire de l'haltéro. Bah tiens, bah, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Si tu devais garder justement 3 exercices, parce qu'ils te plaisent ou parce que tu les trouves utiles, et à l'inverse, si tu pouvais en supprimer un de la carte et faire comme s'il n'avait jamais existé, tu choisirais lesquels? Bon bah déjà, mon mouvement préféré moi c'est l'arraché. Donc ça c'est l'arraché, je le garde direct. L'épaulé, juste l'épaulé je le garderai aussi parce que c'est un mouvement que j'aime bien. Celui que je supprimerais par contre déjà c'est le jeté. Tu seras pas le seul, hein. J'ai un peu plus du mal dans le jeté, donc j'ai jamais trop aimé ça. Surtout par exemple tout ce qui va être, bah, jeté fente ou il y a un autre mouvement aussi que j'aime pas, c'est l'arraché force par contre. L'arraché force, j j'aime pas trop aussi, je suis pas très fan. Et si tu devais en supprimer un, ce serait celui-là du coup? Je pense que ce serait celui-là. Parce qu'encore le jeté, on va dire qu'en ce moment, je commence à l'apprécier de plus en plus parce que je commence à le maîtriser tout doucement. Ouais. Depuis Ouais, donc t'es 12, encouragé par le progrès, quoi. depuis 12 ans, il serait temps, mais, mais ça avance. On va dire que comme j'ai pris un peu physiquement du haut, c'est grâce à ça aussi que je le maîtrise un peu plus. Bah, tu sais, c'est une bonne question d'ailleurs. Comparé à tes débuts, tu dirais que tu as progressé sur quels aspects en général? Ça peut être sur des mouvements, sur la technique, sur tout en fait, hein. Bah, surtout sur la technique, j'ai beaucoup progressé, on va dire que j'arrive à maîtriser beaucoup plus ma barre et être, beaucoup plus calme, par exemple, sur, mon premier départ. Parce que je me rappelle qu'avant, dès que j'arrivais sur la barre, bon, je me concentrais, mais je mettais, la patate directement, quoi. Je mettais le maximum, je passais dessous pour la faire, quoi. Que maintenant, je prends le temps, en fait, on va dire, de «décomposer le mouvement» entre guillemets et de mettre les accélérations là où il faut. Donc tout est un peu plus posé, un peu plus maîtrisé, quoi. Et la technique aussi est beaucoup plus fluide et beaucoup plus en ligne comparé à avant. Tiens, bah, d'ailleurs, c'est une autre question sur laquelle je voulais vraiment revenir. Si tu devais actuellement, parce que ça change évidemment au cours d'une carrière, si tu devais te décrire en un seul mot en tant qu'athlète actuellement, tu garderais lequel? Alors, perfectionniste, sûrement.
Ah, On va dire que tu dirais que tu es plus un technicien qu'avant, bah, qu'à tes ouais, débuts? je suis plus un technicien, mais je suis surtout je veux toujours mieux faire, en fait. Par exemple, même à l'entraînement, je vais toujours en faire peu plus que ce qu'il en faut et pour, pouvoir être toujours meilleur, 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 quoi. J'ai toujours envie de m'améliorer et d'aller le plus loin possible, quoi. Si on va me dire de faire 3 mouvements, moi je vais en faire 5. Si on va me dire de faire 5 séries, j'en ferai 7. Je veux toujours en faire un peu plus et toujours que ça soit vraiment bien fait, quoi. Ah, tu es un boulimique de l'entraînement, quoi. C'est ça. Et généralement, on me dit que je m'entraîne trop des fois. Bah, si tu tiens, si physiquement tu tiens et que mentalement tu suis, bon, ça veut dire que c'est encore maîtrisé, quoi. Il y a toujours eu des moments où la fatigue se fait ressentir, mais à ce moment-là, faut savoir lever le pied avant de repartir, quoi. Et si tu devais t'auto-évaluer, si tu devais noter sur 10 ton arraché et sur 10 également ton épaulé jeté, tu te mettrais combien et puis pourquoi? Mmh, je pense que je mettrais 7 sur les 2. Ouais, parce que bon, déjà, il y a beaucoup de choses à améliorer, ce qui est normal parce que bon, la perfection, ça existe pas ou c'est très très compliqué, quoi. Mais après, bon, bah, on va dire que quand je tire, déjà, je suis pas très droit. J'ai un petit côté, surtout mon côté droit, en fait, qui est en retard, par exemple. Donc ça, déjà, on va dire, ça retire un bon gros point. Et puis même au niveau de la souplesse, je suis un peu raide. Donc par exemple, mes épaulés, je vais beaucoup les prendre vers l'avant, au mieux d'être plus en ligne avec les coudes très hauts, quoi. D'accord. Et tu as des process justement en place pour toi d'étirement, de Ouais. mobilité. Je sais que dans le CrossFit, tu vois, il y a pas mal d'applications. On passe en général beaucoup de temps là-dessus, enfin pour les bons élèves, on va dire. Est-ce que toi aussi, tu as tout ça? Bah là, par exemple, avec la réathlée, j'ai mis en place une petite routine mobilité en début de séance, donc qui permet vraiment de travailler ma flexion, que ce soit à l'arraché ou à l'épaulé. Et du coup, grâce à ça, j'ai vraiment gagné en mobilité et en souplesse, quoi. Même pour les épaules, bah, par exemple, le protocole que j'ai mis en place, rien que pour renforcer mon épaule et tout ça, bah, du coup, ça a fait que j'ai gagné en mobilité. Et tes protocoles de renforcement, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À quelle fréquence tu les fais, admettons, dans la semaine et combien de temps ça te prend à peu près? Alors déjà, bah, sur l'échauffement, je fais toujours en fait une petite routine, que là-bas on appelle routine élastique. En fait, c'est un mélange de trois quatre exercices avec un élastique qui permet de bien échauffer et bien renforcer un peu, tes fixateurs, tes épaules. Donc ça, bah, je le fais à chaque échauffement. Donc pareil pour la routine, mobilité, donc pour la flexion que je fais à chaque échauffement. Par contre, tout ce qui va être, vraiment renforcement de la ceinture scapulaire, ça je vais le faire, on va dire 2 fois dans la semaine. Surtout moi parce que, bah, comme j'ai des problèmes sur l'épaule, il faut toujours que je la renforce, je la renforce, je la renforce pour qu'elle tienne, quoi. Ok, donc tu es en mode un petit peu prophylaxie, quoi. Trouver Ouais, les exercices de correction, les protocoles vraiment individualisés mmh. pour pouvoir être bien ensuite dans ta pratique, Ouais, quoi. c'est pour ça que, bah, là depuis ma blessure en fait, à part certaines périodes où je vais un peu, en faire moins, mais, je garde toujours 1 à 2 séances de réathlétisation, sur mon épaule et tout ça, quoi. Tu fais beaucoup de musculation également sur ton épaule? Ouais, Juste de ouais, ouais, muscu pur, hein, je veux ouais, dire vraiment muscu pas les pur, ouais, ouais. mouvements semi-techniques haltéro, quoi. Non, non, si j'en fais aussi et bah, tu obligé parce que si tu restes que sur des petits trucs, alors que derrière tu vas essayer de porter, je sais pas 150 kilos à bout de bras sur tes épaules, bah, c'est intérêt de tenir quand même. Donc c'est pas seulement avec des petits exercices, que ton épaule, elle sera assez solide. OK, et en exercice de renforcement, général, c'est-à-dire qui soit pas forcément sur l'épaule, est-ce que tu fais pas mal de gainage? Est-ce que tu rajoutes de la muscu plutôt du bas du corps, du dos, Franchement ouais, tout je fais tout quoi. Que ce soit muscu des cuisses, muscu du dos. J'essaye de varier, pas mal les exercices et de renforcer un peu tout quoi. Abdos, bah, j'essaie du coup en faire, à chaque séance. Des fois, pas forcément des grosses séances d'abdos, mais, on va dire, 2-3 fois dans la semaine où on va vraiment un peu plus tabasser les abdos, bien comme il faut. Et muscu, moi je fais toujours 2-3 exos de muscu en fin de séance. d'accord, et tu les choisis comment? Tu fais une thématique, par exemple bas du corps, haut du corps, ou tu fais, voilà, un truc polyarticulaire et tu te mets un petit quart d'heure de muscu, je sais pas, en circuit ou autre? Bah, ça dépend aussi en fait en fonction de ce que j'ai fait, dans la journée quoi. Si je trouve Mmh. que j'ai pas fait assez de cuisses, bah, je vais retaper un peu plus dans les cuisses. Si, je me sens pas fatigué et je me sens prêt à faire, pas mal d'exos, bon, bah, des fois je vais essayer de faire un full body quoi. Donc quelques D'accord. exercices un peu partout. Ou sinon, je fais des thématiques, bras, ça dépend. J'essaye de varier un peu pour pas bah, déjà de un pour me faire plaisir aussi parce que s'il faut faire toujours les mêmes choses,
c'est un peu chiant, quoi. Mais j'essaie toujours aussi de renforcer un peu tout. Et comment tu c'est vrai que c'est une question que je t'ai pas posée. Comment tu répartis sur la journée? Est-ce que, par exemple, le matin, c'est force, admettons, genre squat tirage ou, tu vois, les dérivés et l'après-midi technique ou, c'est un peu, ça peut être un peu des 2 à chaque fois? Alors ça, c'est pas trop moi qui choisis, donc c'est surtout, l'entraîneur. Mmh. Après moi, j'ai quand même des préférences. Par exemple, je préfère des fois faire, tout ce qui va être squat tirage le matin et technique l'après-midi, quoi. Parce que l'après-midi, je me sens un peu plus réveillé que le matin. Après, c'est bien aussi de faire des mouvements techniques le matin pour, par exemple, quand on aura des compètes, des fois, on peut tirer le matin à 8 heures ou on peut tirer le soir à 23 heures, 22 heures. Donc faut savoir en fait, faire du technique, n'importe quand dans la journée. D'accord et pourtant tu arrives à faire de la force le matin? C'est vrai que le matin, c'est dur, je trouve, de tu vois, de Le matin, c'est dur, mais j'ai déjà fait vraiment des bonnes perfs en squat, par exemple, le matin à 10 heures, quoi. est-ce que tu as quelqu'un qui gère ta diète ou est-ce que c'est géré directement à l'INSEP? Ou est-ce que j'ai vu que tu travailles avec, Salim, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah, là, depuis, ça va faire 2 ans, je pense, 1 an et demi. Le temps, il passe vite, alors du coup, je perds un peu la notion en ce moment. Mais ouais, je travaille du coup avec, What Salim, Doing Fitness, là. Mmh. Ils ont changé de nom il y a pas longtemps. What Salim Fitness, ça doit être. Mais, je travaille avec eux du coup, depuis 1 an et demi et ouais, ils m'ont fait, bah, plusieurs protocoles de diète, de conseils et tout ça et ça a bien marché parce que là, je suis monté bien presque à 70 kilos, donc avec un objectif du coup de monter à 75, bientôt et ouais ça bah, c'est super cool en plus de travailler avec eux, ils sont vachement pros et c'est top, quoi. D'accord, donc tu voudrais monter de catégorie de poids aussi pour les compètes? Ouais, donc en ce moment, bah, en fait, j'aimerais bien monter en catégorie 73 kilos. D'accord. Déjà parce que, bah, niveau de ma taille, en fait, c'est mieux pour moi d'être en 73 parce que je suis assez grand pour la catégorie, 67. Mais aussi parce que je serais beaucoup plus performant et je tiendrais aussi beaucoup mieux dans le temps et ça permettrait par exemple à tout ce qui est mes petites blessures, que ce soit les petites tendinites au genou ou mon épaule, prendre un peu de barbac et aussi de tenir dans le temps, quoi. Est-ce que c'est un choix que tu as fait aussi d'un point de vue stratégique par rapport à la concurrence qui peut éventuellement, y avoir dans une caté plutôt que dans l'autre? Non, pas forcément parce que, bah, c'est un peu le même niveau, on va dire. Mmh. Enfin, quand je dis le même niveau, c'est, suivant les barres que tu fais, tu seras dans les 2 catés, tu seras par exemple 14e, au niveau mondial, quoi. Et puis après niveau français, il y a pas beaucoup de concurrence, dans cette caté-là. Il y a juste une personne, bah, Bernardin King Matam, qui est devant donc ça c'est juste un choix personnel et par rapport à mon corps, quoi, surtout. D'accord. Parce que du coup, précédemment, tu devais faire des cuts à chaque fois, en vue de tes compétitions du coup, j'imagine? Des cuts, tu parles un régime? Oui, c'est ça, de perdre Ouais. du poids pour arriver au Bah, en 67 kilos non, parce que, bah, là, ça fait pas très longtemps, ça va faire 1 an que je suis monté en 67, vu que, bah, il y a eu le changement des catégories, il y a pas si longtemps que ça. Donc, bah, j'ai pas eu le temps de faire de régime encore, parce que j'étais toujours à 67, 67, 67, voire des 66 et il y a juste là depuis, 2-3 mois où j'arrive vraiment à monter à 70 kilos, quoi. Merci le confinement, on va dire. Bah, c'est le fait aussi en fait de rester, à la maison par rapport à l'INSEP, où à l'INSEP je suis un peu plus sous pression que quand je suis chez moi. C'est-à-dire que là, je suis un peu plus relax et comme j'ai un profil, qui dès qu'il est un peu stressé, bah, je perds du poids. Dès que je réfléchis un peu trop, je perds du poids. Bah, là, le fait d'être chez moi, d'être tranquille, posé, pas réfléchir, bah, ça monte un peu tout seul, quoi. Je vais te reparler un petit peu de la «concurrence» entre guillemets, même si c'est pas forcément, le terme. J'imagine que tu vas suivre aussi les JO de Tokyo 2020, même si ce sera, en 2021. Est-ce que tu as un pronostic, pour le podium dans ta caté actuelle? Donc si on prend 67, donc je pense que le podium, il va se jouer aux alentours de 147 à l'arraché et à l'épaulé, je pense que ça va jouer aux alentours de 180. D'accord et sont qui les meilleurs clients d'après toi actuellement? Est-ce qu'il y en a qui se démarquent tout le temps ou est-ce que ça va être un petit peu, en fonction du match, vraiment quoi? Ouais, bah, il y a toujours le chinois, après il y a un ouzbek aussi qui est vraiment costaud, il y a un bulgare aussi qui est très, très costaud, donc ça va jouer entre ces nations-là. Après, tout peut arriver d'ici là, donc il faut voir. Il me reste 2 petites questions qui sont un petit peu plus, tournées vers l'avenir pour le coup. Quel est pour toi le sportif, ça peut être un altéro, ou pas d'ailleurs, hein, mais qui t'inspire, le plus aujourd'hui? Que ce soit dans sa carrière, son après-carrière ou, la personne que c'est en général quoi? Donc bon, moi, je suis pas du genre à trop suivre les sports, les sportifs et tout ça.
Mais bon, celui qui est toujours en tête, c'est Teddy par rapport à sa carrière, d'à côté. Par exemple, son petit côté en fait businessman qu'il a eu quoi, enfin qu'il a toujours, à faire aussi, différentes pubs à la télé et tout ça, c'est un truc qui m'a toujours plu en fait. J'ai toujours eu envie de faire, une pub à la télé par exemple pour n'importe quoi et faire mon petit business comme ça, comme lui en fait. Parce que lui on peut dire qu'il a le palmarès, d'athlète qui est vraiment impressionnant, mais il a aussi une carrière, à côté, de businessman qui est impressionnant aussi quoi. Bah, c'est oui, c'est ça. Puis c'est aussi, médiatiser un petit peu ton sport, hein, dans un sens parce que, bon, le judo avait pas forcément besoin de Ouais. ça puisque c'est déjà une discipline qui est beaucoup plus, démocratisée, on va dire, beaucoup plus visible. Mais bon, c'est sûr que quand tu as, des grandes stars de l'haltéro qui pourraient être mises en avant, je sais pas, via des pubs X ou Y, c'est toujours aussi une façon de montrer un peu ce qu'on fait. Puis peut-être pour les gens qui connaissent pas du tout ce milieu-là, pour le coup, qui en ont une l'image de du sport que c'était dans les années 80, bon, ben, se dire, Mmh. ouais, c'est pas des gens qui mettent de l'huile sur leur corps, qui sont en slip, qui tu vois? Il y a un truc, Ah, voilà. c'est vrai que ça serait bien que notre sport soit un peu plus médiatisé, quoi. Qu'il y ait un peu plus d'athlètes, de haut niveau qui soient plus reconnus par la population, ouais. Surtout qu'en plus en ce moment, bah, ce qui est bien, c'est que ça évolue. Il y a beaucoup plus en monde qui connaît l'haltéro, qui pratique l'haltéro, bah, surtout grâce au CrossFit qui a Mmh. amené ça. Donc ça, je pense que plus tard, ça va continuer à évoluer et ça sera top, quoi. Parce que si tous les crossfitters de France commencent à se mettre par exemple à faire des compétitions d'haltéro, bah, je pense que ça pourrait rendre le championnat de France d'haltéro beaucoup plus impressionnant et ça ramènera beaucoup plus de monde, quoi. Oui, bah, ça change énormément, hein. C'est vrai qu'il y a eu, un moment où, voilà, l'haltéro, c'est vraiment un sport aussi de technicien, de puriste, qui était, très renfermé, sur un peu sur lui-même, sur son savoir et cetera. Il y a eu moi je trouve une phase de transition où le crossfit est arrivé, où on s'est dit: «Bon, c'est les bourrins, quoi». Et puis petit à petit, bah, il y a de plus en plus de compétences haltéro dans le crossfit aussi. Et il y a de plus en plus de gens qui font du crossfit et de l'haltéro qui sont aussi de très bons techniciens et qui maîtrisent en gros un peu toute l'étiquette, tu vois, de l'haltéro, quoi, qui sont, mais qui apportent aussi, je trouve, de la dynamique, qui font que les compétitions, elles sont peut-être parfois bah, déjà, il y a plus de monde, donc bah, c'est plus vivant, mais même, tu vois, les crossfitters, ils aiment bien, ils mettent beaucoup plus l'ambiance. Puis d'un point de vue commercial, le CrossFit surtout, il a ramené quelques marques. Alors pas forcément les grandes marques comme Reebok ou Nike, parce qu'elles s'en foutent toujours entre guillemets des petits athlètes, mais tu as des petites marques qui émergent. Alors du coup, ça peut créer des potentiels partenariats. Il y a des sites de e-commerce qui se développent aussi. Donc forcément, il commence à y avoir un peu plus d'opportunités, je trouve, pour les athlètes de bon niveau et de haut niveau. Mais la problématique, effectivement, c'est qu'il faut être un peu, à la Teddy ou d'autres athlètes. J'ai pas forcément d'exemple, mais il faut jouer le jeu, je trouve, un petit peu de se mettre un peu en avant, quoi, tu vois? De Ouais, montrer, je pense aussi, puis je trouve qu'il y a des crossfitters qui ont vraiment un très bon niveau en haltéro. Bon, ils ont pas forcément des fois une très, très bonne technique, mais bon, ça c'est une technique, ça s'en prend pas aussi pendant en un an, quoi. Mais mmh, ils sont vraiment très forts et qui sont à un très, très bon niveau, je trouve, certains, pour le peu d'haltéro, qu'ils ont fait ou depuis enfin, le peu de temps qu'ils en font surtout et qui pourraient, s'ils s'entraînaient, comme un haltéro, devenir vraiment très enfin, je pense très bons et apporter, des nouveaux athlètes à l'haltéro et qui s'est ramené beaucoup plus de médailles sur des championnats d'Europe ou championnats du monde, quoi. mmh. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'on se rend pas bien compte encore maintenant puisqu'aujourd'hui, tu vois, je sais que enfin moi je suis une féminine donc je croise beaucoup de filles. Le nombre de compétitrices, ça il arrête pas d'augmenter. Mais c'est génial parce que le niveau moyen aussi, il arrête pas d'augmenter donc ça tire vraiment la discipline vers le haut. Chez les garçons, c'est un petit peu plus compliqué puis les minima, ils sont, voilà, il faut déjà aller les toucher, quoi. Ouais, les minima, ils sont assez compliqués, même pour moi. Ah ouais, mais c'est clair, hein, c'est clair. C'est vrai que je trouve que même c'est parfois alors c'est que mon avis perso, mais peut-être c'est même parfois un peu trop parce que tu arrives au championnat de France dans certaines catégories et puis tu as 2 personnes. Bah, ce qu'il y a, Alors, c'est que ouais, c'est que le niveau en fait, en France, en haltéro, il a fortement diminué. Parce qu'avant, par exemple, pour les championnats de France, on avait, moi, quand je dis avant, je parle il y a au moins 15 ans, 20 ans, il y avait, beaucoup plus de personnes, qui dans chaque catégorie, on était au moins 8. Sauf que ça a été, 8 personnes sur les mêmes barres, quoi. Il y avait toujours, du match dans n'importe quelle catégorie. C'est ça qui était intéressant. Donc là, il y a eu beaucoup moins de monde, mais ce qui peut être intéressant, si grâce au CrossFit, bah, on peut retrouver en fait, cette, heu, cette chose-là quoi. Qu'il y ait autant d'athlètes, autant de concurrence, dans chaque caté. Après ouais, pourquoi pas baisser les minima, mais des fois, bon, ils sont pas super hauts non plus les minima quoi. Ça dépend dans quelle catégorie en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est plus compliqué, effectivement, ce serait même pas que le souci des minima, parce qu'il y a des catés chez les filles où les minima, malgré les minima, tu arrives, tu as quand même 10-15 personnes. Tu as des catés où, tu es 2-3, et parfois même des catés où tu es, allez, je sais pas, on va dire 5, mais tu en as 2 qui font les mêmes barres et 3 qui sont peut-être, 5-10 kilos en dessous, et qui donc du coup, vont venir et avoir le côté super positif de faire un championnat de France, de vivre cette adrénaline, cette ambiance, cette pression, mais qui vont pas pouvoir jouer le match, réellement. Donc Mm. c'est le problème, parce qu'on baisserait les minima, il y aurait plus de monde, mais il y aurait plusieurs matchs dans le match, quoi. Ouais, puis après, bon, ce qu'il y a, ouais, voilà, c'est qu'il y aurait plusieurs matchs dans le match, parce que même si on baissait de 10 kilos les minima, qu'il y avait 10 personnes par catégorie, bah, ça ferait toujours la même chose. Il y aurait toujours peut-être une personne qui sortirait du lot, deux personnes qui se battraient pour la deuxième place et cinq personnes pour la troisième et quatrième place, quoi. Il y aurait jamais 5-6 personnes vraiment potentiellement pour la première classe, quoi. Sauf Mmh. si peut-être plus de crossfitters se mettent vraiment à l'haltéro et s'entraînent je sais pas, peut-être juste 5 fois par semaine déjà. Mais vraiment à faire que de l'haltéro et je suis sûr que là, on pourrait avoir, des catégories, vraiment intéressantes avec du monde, quoi. Surtout chez les filles. Chez les filles, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bah, par exemple, je vois maintenant de plus en plus de filles qui arrachent, 80 kilogrammes ou 70-80 kilogrammes et avant, tu croisais très peu. Enfin, du coup, enfin moi quand j'ai commencé, tu croisais pas beaucoup. Ouais. Ah bah 80, ouais, c'est 80 et 100, on va dire, chez les filles, c'est des barres un petit peu, enfin moi, je me rappelle quand je les ai faites pour la première fois, c'était, le Graal, tu vois? Alors que maintenant, je vais en compète, dans ma caté en tout cas, en plus moi, je suis souvent dans une caté ou dans l'autre, j'alterne entre 71 et 76. Bah, clairement, en dessous de 80, il y a plus de podium, quoi, en France, tu vois? C'est ça. C'est difficile, quoi. Mmh. Donc Je mais c'est bien parce qu'au moins tu arrives à l'entraînement, tu te dis que tu as plus le choix, va falloir se rapprocher des 90 maintenant. Ouais, bah, c'est bien. Mais ouais, ça serait bien qu'il y ait beaucoup plus de monde au championnat de France, ça serait beaucoup plus intéressant et puis ça attirerait beaucoup plus de public. Mais je pense que ça va arriver peut-être avec le tu sais, le CrossFit Kids, parce que, Mmh. en fait, un petit peu, alors toi, tu le vis forcément parce qu'à Villers-Bretonneux, il y a beaucoup de jeunes, mais on le vivra pas nous forcément, mais le fait qu'il y ait des jeunes qui se soient formés aujourd'hui dans les salles de CrossFit, en plus des salles d'haltéro, ça va faire que chez les jeunes, il va y avoir, je pense, un renouveau, et peut-être qu'il y a des gens qui vont démarrer par le CrossFit en mode prépa physique et qui ensuite vont peut-être préférer l'haltéro et s'orienter là-dedans et avoir une belle technique, et qui seront demain en équipe de France et les gens qui iront décrocher des médailles, quoi. Ouais et puis pourquoi pas proposer aussi dans des box, faire un côté où je sais pas, que haltéro par exemple. Où les personnes, s'ils veulent vraiment faire que de l'haltéro, bon avec des compléments CrossFit bien sûr, mais qui veulent partir, sur des compétitions d'haltéro, leur proposer quoi. Il y a des box, hein, qui font ça. Ouais, il y a des box, bah, par exemple Amiens, ça fait pas longtemps qu'ils ont, avec l'arène CrossFit, qu'ils ont, rejoint, enfin la fédération d'haltéro quoi. Mmh. Donc ça je trouve ça top, parce que du coup ça ramène beaucoup plus de monde, c'est comme s'il y avait des nouveaux clubs, donc c'est vraiment intéressant. Oui, c'est top, et puis je trouve que même, tu vois, le niveau du championnat régional, par exemple, heu, c'est bien parce que, bon, du coup, par exemple, pour un crossfitter qui veut faire du crossfit et de l'haltéro, l'avantage des compètes régionales, c'est que, voilà, tu pas un déplacement sur 2 ou 3 jours, tu fais peu de kilomètres, tu es avec tes copains d'entraînement habituels, donc tu ce côté hyper, sympa, et en même temps, tu as accès à la compète haltéro, et ça te permet aussi de, bah, déjà d'augmenter le niveau, et puis toi, tu te rends compte que ça te plaît, ben, derrière de se dire: «Bah, allez, je fais peut-être effectivement un entraînement ou 2 supplémentaires, parce que j'aimerais que demain mon équipe, elle monte en national», et là, tu as un vrai projet de club dans le club, quoi, de se dire: «Allez, Ouais on et fait monter puis je l'équipe», pense que le CrossFit peut apporter une certaine ambiance aussi à l'haltéro. Une ambiance un peu plus fun, un peu plus sympa, quoi. Parce que quand tu regardes des compétitions de CrossFit, c'est vraiment enfin, c'est prenant, quoi. C'est vraiment intéressant, Mmh. vraiment sympa, l'ambiance est top, quoi. Oui, non, c'est clair. Puis ça apporte, je dirais pas de ça que ça rajeunit, parce que, dans l'haltéro, il y avait pas que des vieux, hein, il y a aussi, mais effectivement, ça décomplexe peut-être un petit peu, c'est vrai que, enfin, toi, tu as déjà dû le vivre des centaines de fois. Quand tu es sur le plateau en train de faire une barre et que tu as du monde dans le public, que ça crie, que ça applaudit et cetera. Bon, donc tu arrives sur ta barre, effectivement, tu as un truc d'adrénaline en plus, et c'est là que des fois tu fais des super matchs et ça te laisse Mmh. des souvenirs, Bah, c'est pour enfin, ça que mes meilleures compètes, c'est toujours les championnats de France parce que c'est là où il y a vraiment le plus de monde, c'est là où, bah, il y a le plus d'encouragement et c'est vraiment top, quoi. En plus, j'ai eu la chance d'avoir, à quelques compétitions, enfin quelques championnats de France où il y a eu, un vrai match. Surtout par exemple, un que j'ai fait, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'était un match contre Kevin Kessmaker et là, c'est un des plus beaux matchs, enfin au championnat de France que j'ai fait, quoi. Où il y avait vraiment,
des encouragements de ouf, une ambiance de ouf, et c'est là où j'ai sorti aussi mes meilleures barres, quoi. Meilleures barres de l'époque, quoi. Ouais, puis ça donne des frissons quand t'es sur le plateau, t'as des frissons, t'as l'adrénaline qui monte et c'est top. Ouais, ouais, c'est clair que ce serait bien. Ce serait bien que ça puisse être ça, comme ça un petit peu plus souvent. Mmh. J'ai une dernière question pour toi, pour terminer tout ça. Où est-ce que tu te verrais dans 5 ans? Alors dans 5 ans, donc du coup, c'est juste après les jeux. Ouais. Bah, je pense que j'aimerais bien commencer dans 5 ans à travailler, enfin, bon, j'espère travailler quand même un peu avant, mais à vraiment commencer à me poser, quoi. Peut-être, acheter une maison, me poser avec ma copine, Donc tout tu te ça, verrais quoi. sortir du haut niveau, quoi? Bah, sortir peut-être pas, ça dépend, comment je suis, mais au moins me poser, quoi, quand même. Avoir, une situation stable, et on va dire sécurisée si je continue le haut niveau, quoi. Bon, bah, super. Bah, écoute, c'est top. Je te le souhaite en tout cas, Merci. sincèrement. Bah, merci d'avoir répondu à mes questions et de nous Ah bah, avoir pas de présenté souci. C'était un peu vraiment ton c'était parcours. top, c'était top. Bah, génial si ça t'a plu. Bah, je te souhaite évidemment une bonne route, pour Paris 2024 et puis, j'espère qu'on pourra être, très nombreux le jour J, pour venir t'encourager. Ah bah, Voilà. j'espère que je serai présent en tout cas, c'est le but. Bah, merci à tous, d'avoir pris le temps de nous écouter, puis, à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.